Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour à tous et bienvenue dans notre voyage fascinant au cœur de la blockchain. Je suis Jean de la team Token Talkers et aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'histoire, le développement et l'impact incroyable de cette technologie révolutionnaire. Que vous soyez un expert de la blockchain ou un simple curieux d'en savoir plus, ce podcast est donc fait pour vous. Commençons ensemble par une exploration de l'histoire qui, à bien des égards, a marqué vraiment une nouvelle ère du monde numérique. Alors c'était en mai 2010, à l'époque où le Bitcoin, qui était la première crypto-monnaie au monde, ne valait pas grand-chose. On était encore en phase de concept. À l'époque, 10 000 Bitcoins ne valaient vraiment, vraiment rien. Et à cette époque, une personne a acheté 2 pizzas avec 10 000 Bitcoins. Vous avez bien entendu, 2 pizzas avec 10 000 Bitcoins. Donc c'était un programmeur qui est nommé Laszlo et qui avait posté sur un forum Bitcoin qu'il était prêt à payer 10 000 BTC à quiconque pouvait lui livrer 2 pizzas. Et quelqu'un a répondu à cet appel. Et à l'époque, 10 000 bitcoins, ça valait environ 41 euros. On peut se dire, waouh, c'était une super affaire pour le vendeur de pizza. Et la personne qui a vendu ses bitcoins contre les 2 pizzas, au jour d'aujourd'hui, doit s'en vouloir. Mais voilà, quand on regarde en arrière, déjà, c'est un échange qui est devenu totalement historique parce que c'était la première fois en fait que le bitcoin était utilisé pour une transaction réelle, pour acheter un bien tangible. Avant, le Bitcoin était utilisé vraiment que sur Internet, en s'envoyant de l'argent dans les jeux vidéo, des choses comme ça, entre personne à personne. Mais à aucun moment, on a une personne qui a accepté de vendre un vrai produit en recevant et en étant payé en Bitcoin. Donc, c'était vraiment, vraiment le tout début. Et ce moment-là, aussi simple soit-il, hein, il marque vraiment le début de la blockchain et la blockchain surtout dans le monde réel. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, faut vraiment se rendre compte de d'où on est parti. On est parti sur une crypto-monnaie qui a toute son histoire et on va revenir juste après, qui valait à l'époque pas grand-chose et qui aujourd'hui vaut des milliers d'euros ou des milliers de francs. Et voilà, on est vraiment parti de quelque chose pas grand-chose. La transaction s'est faite avec 2 pizzas. Il fallait qu'à l'époque, il y ait quelqu'un qui prenne le risque de vendre quelque chose contre 41 $ contre quelque chose qui aurait peut-être plus rien valu dans le futur. Et cette personne-là, j'espère en tout cas au jour d'aujourd'hui qu'il a encore ses bitcoins. Vous, est-ce que cette histoire, elle vous parle un petit peu? N'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire si vous aviez déjà entendu parler voilà, de la première transaction, on va dire, tangible avec le Bitcoin. Et on va continuer, bien sûr, d'avancer ensemble. Mais voilà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette expérience? Est-ce que vous-même, vous aviez déjà utilisé ou acheté des crypto-monnaies utilisées dans la vie réelle d'une manière ou d'une autre? Voilà, n'hésitez pas à nous partager un petit peu vos histoires. Ça nous intéresse. Vous avez la possibilité en commentaire de noter tout ça. Donc, on va continuer un petit peu à avancer sur la création du Bitcoin. Donc, tout a commencé en 2008. C'est vraiment une année qui restera gravée dans l'histoire économique mondiale, pas seulement parce que c'était une grosse crise financière, mais aussi parce que c'était la naissance d'une nouvelle forme de monnaie qui était le Bitcoin. En octobre 2008, un individu, un groupe de personnes qu'on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas, voilà, c'est un pseudonyme, on ne sait pas qui ils sont ou qui il est, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, avait publié un document connu sous le nom de White Paper intitulé Bitcoin, un système de monnaie électronique pair à pair. Ce document de 9 pages allait tout changer et il allait surtout changer le monde financier pour toujours. Ce white paper de Nakamoto a décrit en fait le concept du Bitcoin, une monnaie numérique décentralisée
Contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin n'avait pas besoin d'une banque ou d'un gouvernement pour fonctionner. Il s'appuyait sur une technologie appelée blockchain, un registre numérique où toutes les transactions sont enregistrées de manière transparente et sécurisée. Mais qui est Satoshi Nakamoto? Alors ça, c'est vraiment la surprise que tout le monde cherche. Il y a des gens qui se sont fait passer par lui, il y a des gens qui ont dit je suis Satoshi Nakamoto. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui est-il ou qui ils sont. C'est vraiment un petit peu un des plus gros mystères du 21e siècle, c'est que personne ne sait exactement qui il est. Et je pense que ce mystère ajoute un petit peu plus de légende au Bitcoin, parce que le fondateur, en fait, on ne le connaît pas. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que même lui, il est encore propriétaire de Bitcoin. Il est peut-être même au jour d'aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde en Bitcoin, enfin même en dollars, mais si on prend ces Bitcoins et qu'on les transfère en dollars, il est sûrement une des personnes qui a le plus de Bitcoin à l'heure actuelle. Et on sait que son wallet n'a pas bougé parce que comme on a une transparence totale hein, sur la blockchain, on sait qui a quoi, comment, combien, à quel endroit, etc. Bah, voilà, on sait que ce wallet-là, qui est le tout premier wallet, il n'a encore pas bougé. Donc, ce que nous savons, c'est juste que son travail a été vraiment le fondation du Bitcoin, mais aussi de nouvelles ères de la technologie décentralisée. En réfléchissant un peu à cette énigme, qui est Satoshi Nakamoto, est-ce que vous, si vous auriez été Satoshi Nakamoto, vous seriez resté dans l'anonymat? Est-ce que vous, ça vous apporte éventuellement un peu plus de fascination pour le Bitcoin, de se dire waouh, je ne connais pas la personne? Est-ce que pour vous, c'est éventuellement des inquiétudes? Pareil, dites-nous en commentaire, on est vraiment très impatients. On répond à tous les commentaires et on voudrait savoir un petit peu quelle est votre vision par rapport à ça. Donc en 2008, pourquoi Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin? En fait, il est vraiment essentiel de se replonger sur le contexte économique et politique qui a vraiment préparé le terrain pour l'émergence de cette monnaie numérique. Le lien entre technologie financière et les événements mondiaux sont souvent sous-estimés, mais vraiment il est crucial de comprendre pourquoi et comment le Bitcoin est devenu si important. Euh, En 2008, c'est vraiment une des pires crises financières de l'histoire moderne. Les banques s'effondraient, les marchés financiers, c'était le chaos. Beaucoup de gens ne pouvaient même pas retirer leur argent des banques. La confiance dans le système financier traditionnel était ébranlée. Vous imaginez, il y a des banques qui ont fait faillite avec des gens qui avaient de l'argent dans les banques, qui n'avaient plus la possibilité de récupérer leur argent. Il y a même des gens dont des banques n'avaient pas fait faillite, mais qui ont bloqué les retraits pour éviter que ça soit la panique et que tous les gens retirent leur argent des caisses. Enfin voilà, c'était vraiment très très compliqué. C'était une période tellement de grande incertitude où de nombreuses personnes ont commencé à remettre vraiment en question la fiabilité et la stabilité des monnaies fiduciaires. Donc les monnaies fiduciaires, c'est tout ce qui est euro, dollar, yen, enfin voilà les monnaies standards que l'on utilise, francs suisses, et qui sont des monnaies fiduciaires, qui sont des monnaies contrôlées par les banques centrales et les gouvernements. Et donc, du coup, à cette époque-là, beaucoup de gens ont commencé à se poser énormément de questions sur les monnaies de banque centrale. Et le climat, le climat, il était vraiment pas bon. C'était un climat de défiance. C'était grâce à ça, en fait, que l'idée d'une monnaie numérique décentralisée, à l'abri de toute turbulence et de marché, et surtout à l'abri des marchés financiers traditionnels, c'est vraiment comme ça qu'elle a commencé à voir le jour et à prendre de l'ampleur. Et donc, le Bitcoin, avec une promesse de monnaie sécurisée, transparente, décentralisée, ça offrait vraiment la meilleure alternative à l'époque contre ça. Alors, depuis quelques années, on va dire même quelques années plus tard, euh, il y a eu d'autres crises. D'accord, il y a aussi c'est une grosse crise bancaire qui a frappé Chypre, où à l'époque aussi les banques étaient tout au bord de la faillite. Et à l'époque, les banques, notamment, il y avait énormément d'actifs russes dans les banques chypriotes à l'époque. Pour se sauver, ils ont été obligés de saisir une partie du dépôt de leurs clients. Une décision qui avait à l'époque vraiment choqué beaucoup, beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de Russes qui avaient hurlé. D'ailleurs, la plupart, ils ont fugué après à Dubaï. Mais en gros, l'idée, c'était de se dire, OK, j'ai de l'argent dans une banque. La banque saisit mes comptes mon argent pour se redresser. OK, donc en gros, mon argent ne m'appartient pas. Et vraiment, cette crise, elle a vraiment renforcé l'attrait pour le Bitcoin, parce que pour beaucoup de gens, c'était vraiment la preuve que même dans les économies modernes, les épargnes personnelles pouvaient être en danger, en fait. Et la blockchain et sa technologie derrière, enfin plutôt la blockchain qui est la technologie derrière le Bitcoin, enfin, offrait une alternative où le contrôle n'était pas dans les mains de banques ou de gouvernements. C'est ce genre d'événements qui ont joué un rôle clé dans l'émergence et l'adoption du Bitcoin. Et c'est ce genre d'événements qui ont démontré un besoin croissant de transparence, de sécurité et de décentralisation dans les besoins financiers. Et ça, c'est vraiment la clé. Maintenant, je vous pose encore une question. Est-ce que vous, à la place de ces clients, qu'est-ce que vous auriez fait si d'un coup, du jour au lendemain, vous vous retrouvez
voilà, sans avoir accès à votre compte en banque, et qu'on vous propose éventuellement une crypto-monnaie liée à la blockchain dans un contexte financier de crise, est-ce que vous auriez été prêt à avancer? Est-ce que pour vous, ça aurait été une solution viable à ce moment-là? Partagez-nous votre opinion, c'est pour nous très précieux d'avoir un peu votre vision. Maintenant, on va se plonger un peu plus en détail sur le fonctionnement et la technologie révolutionnaire qu'est la blockchain. Donc moi, j'aime vraiment rappeler que la blockchain, au jour d'aujourd'hui, c'est pour moi l'équivalent d'Internet en 1994-95. C'est-à-dire que c'est déjà très récent, mais c'est aussi la plus grosse révolution depuis Internet. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais voilà, imaginez, pour vous imaginer un peu ce que c'est que la blockchain, il faut vraiment imaginer un grand livre comptable. Mais contrairement à un livre comptable traditionnel, celui-ci il est complètement numérique. Il est pratiquement impossible à altérer et il est 100% public. En gros, chaque transaction réalisée en Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie basée sur une blockchain est enregistrée dans ce livre. En gros, c'est comme si vous preniez un livre, d'accord, qui n'avait pas de page. Il commence à avoir des transactions, ça donc crée une première page, et cette première page se remplit. Une fois que la page elle est remplie, on la tourne et on appelle ça un bloc. D'accord. On recrée du coup, ce bloc-là est scellé, d'accord. Et puis après, donc, on rouvre une page qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit, on crée un deuxième bloc. Ces deux blocs-là, ensemble, sont liés par une chaîne, et on appelle ça tout simplement une chaîne de blocs, d'où le nom blockchain. Donc, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'en fait, on a la possibilité de créer en fait ce livre qui est enregistré à vie, c'est-à-dire qu'il est valable à vie, et chaque transaction, depuis le début de la blockchain jusqu'à la fin de la blockchain, tout sera inscrit dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire, OK, bah demain, ça ne sera plus là ou ça va disparaître. Non, ça existe toujours et chaque transaction qui se fait, c'est un bloc. Les blocs sont liés entre eux par une chaîne et ça fait une chaîne de blocs qu'on appelle blockchain. Mais en vrai, la vraie magie derrière la blockchain, c'est le fait qu'elle soit décentralisée. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas grâce à une autorité centrale, une banque ou éventuellement un notaire, un avocat, un gouvernement. Et en fait, toute la partie validation des transactions se fait pas en passant par un tiers. Donc, ça rend la tâche beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. C'est réparti entre des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qu'on appelle des nœuds, d'accord, et qui travaillent ensemble tout simplement pour miner et enregistrer les transactions. C'est quelque chose d'incroyable et donc il n'y a personne qui peut se dire demain la blockchain n'existe plus. D'accord. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, il y a des gens qui essayent de temps en temps de dire oh là là, c'est la fin, etc. Mais non, en fait, c'est pas possible que ça soit la fin. Tout le monde l'utilise. Tout le monde en a vraiment besoin. Et il n'y a pas que les crypto-monnaies dans le monde, bien sûr, de la blockchain. Il y a énormément d'autres acteurs. On va en parler juste après, avec, avec l'émergence d'autres blockchains. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Et c'est là, en fait, qu'entre en scène, pour la facilité des transactions, les premiers donc, mineurs. On en a parlé juste avant. Et le minage, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un processus par lequel de nouvelles transactions vont être vérifiées et ajoutées à la blockchain. Donc les mineurs, c'est eux qui sécurisent en fait la blockchain. Chaque mineur est un utilisateur. Il utilise des ordinateurs puissants pour résoudre des cryptographies complexes. Et en fait, des énigmes cryptographiques complexes. Et en fait, leur vision, c'est de se dire, OK, moi, je vais sécuriser la blockchain en trouvant des solutions à des énigmes. À chaque fois que je vais trouver une solution à une énigme, je vais ajouter donc un nouveau bloc et je vais être récompensé et payé en Bitcoin. Parce que moi, je vais avoir des machines et des ordinateurs qui vont travailler sur Internet et travailler avec de l'électricité. Tout ça, ça me coûte une fortune. Il faut que je sois payé pour ça. Donc, mon travail n'est pas gratuit. Du coup, je suis récompensé en Bitcoin. Et donc, les histoires des premiers mineurs, c'est vraiment fascinant parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire du minage un peu par curiosité. Et ils étaient simplement à la base des geeks ou des gens qui étaient vraiment passionnés par la tech. Et voilà,
pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Ils réalisaient pas tant le potentiel. Et même certaines personnes à l'époque, on en a vu partout dans les journaux, certaines personnes ont miné des milliers de bitcoins. Et puis d'un jour, ils sont mis à jeter les ordinateurs parce que l'ordinateur était en panne. Puis le jour où ils voulaient aller récupérer leur bitcoin, du coup, ils allaient dans les déchetteries récupérer les vieux disques durs qui étaient mis à la poubelle. Voilà, essayer de trouver des solutions parce que le jour où le bitcoin a commencé à prendre de la valeur, c'est-à-dire quasiment un peu tous les ans ou tous les 4 ans, il prend de plus en plus de valeur, les gens se disaient, waouh, j'ai jeté mon disque dur avec mes bitcoins dedans, comment je vais faire? Et en fait, c'est vraiment une des histoires, c'est pas drôle hein, pour eux, mais c'est vraiment une des histoires qui explique encore mieux la difficulté de Bitcoin et l'adoption et la compréhension des gens, hein, parce que maintenant, c'est des Bitcoins qui sont perdus pour toujours. Il y aura 21 millions de bitcoins dans le monde, pas un de plus. Et tous les bitcoins qui sont perdus ne pourront pas être créés. Ce qui fait que quand vous avez un bitcoin, imaginez la valeur. C'est comme une collection d'une monnaie et que vous savez que vous avez que 21 parts et puis 21 millions de parts. Et puis que s'il y en a un qui perd, dans tous les cas, il n'y en a plus. Et du coup, la vôtre a de plus en plus de valeur, sachant qu'en plus, vous avez de plus en plus d'utilisateurs. Donc voilà, je pense que ça vous permet un peu de comprendre un peu les bases tout simplement du développement de cette blockchain avec les mineurs. Alors quand on parle de mineurs, il est aussi important de se dire, OK, un mineur, c'est quoi? C'est un petit peu le même principe qu'un mineur d'or. Donc en gros, un mineur d'or, il est là, il a sa mine, il va aller gratter le sol, et il va être récompensé tout simplement avec l'or qu'il va trouver. Pourquoi l'or coûte cher? Tout simplement parce que son travail prend du temps, c'est énergivore, et cette énergie, une fois qu'il l'a transformée, ça doit lui rapporter de l'argent. D'accord? Et en fait, l'économie, c'est ça, hein, c'est vraiment de l'énergie transformée, il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, du coup, OK, il a mis de l'énergie, il a transformé ça en argent et il a reçu de l'or. OK, très bien. Et le Bitcoin, c'est la même chose. Je vais aller résoudre des énigmes sur le protocole de la blockchain. Je vais gratter entre guillemets le protocole et puis je vais être rémunéré parce que j'ai facilité des transactions, j'ai sécurisé le réseau et grâce à ça, tout simplement, je vais être rémunéré comme quelqu'un qui va recevoir de l'or, je vais être rémunéré en bitcoin. Donc ça, c'est aussi super important d'avoir cette vision des mineurs. Alors un mineur, c'est quoi? À l'époque, c'était des personnes avec seulement un ordinateur et maintenant, il y a très peu de personnes qui font maintenant du mining avec un ordinateur. La plupart, ce sont des fermes des fermes de mining, hein, des fermes qui ont plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs et qui travaillent en permanence sur la blockchain pour aller gratter cette blockchain et sécuriser la totalité des transactions. Moi, je vais vous poser une question. Si vous aviez été l'un des premiers mineurs de Bitcoin, qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Effectivement, est-ce que vous auriez cru? Est-ce que vous auriez potentiellement jeté? Alors, a posteriori, on va se dire, oui, effectivement, moi, je les aurais gardés. Mais est-ce que peut-être même vous les auriez dépensés? Peut-être qu'au lieu de les garder, peut-être vous les auriez juste perdus. Voilà, partagez-nous un petit peu votre réflexion en commentaire. C'est toujours super intéressant à entendre votre vision. Voilà, maintenant, on a exploré la partie début blockchain avec le Bitcoin. Maintenant, il est temps de se tourner vers un autre chapitre révolutionnaire de cette histoire, c'est l'avènement d'Ethereum et des smart contracts ou des contrats intelligents. En 2015, la blockchain elle a franchi un nouveau seuil avec l'introduction d'Ethereum. Alors que le Bitcoin était principalement une monnaie numérique, Ethereum est arrivé et a élargi l'horizon de la blockchain avec l'innovation majeure, les contrats intelligents. Alors, qu'est-ce qu'un contrat intelligent ou ce qu'on appelle en anglais un smart contract? Alors, pensez-y un petit peu comme un contrat traditionnel, mais écrit sous forme de code informatique et donc stocké sur la blockchain. Ces contrats s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies, sans nécessiter l'intermédiaire d'une personne tiers. Cela donc ouvre un monde de possibilités de transactions financières qui sont automatisées avec des accords légaux et qui peuvent passer aussi par des applications qui sont décentralisées ou des dApps et qui peuvent fonctionner sans autorité centrale. Et c'est vraiment là où c'est la force des smart contracts, c'est que ça permet en fait de tout automatiser. Dans l'introduction qu'on a utilisée des smart contracts, euh, on peut se rendre compte que la blockchain, qui est une simple monnaie numérique à la base, transforme en fait cette possibilité d'innover en quelque chose constructible. C'est-à-dire qu'avant, avec le Bitcoin, c'était juste une monnaie, on pouvait éventuellement se l'envoyer, se la partager et potentiellement la perdre. Et avec Ethereum,
ça a permis à des développeurs de proposer leur propre crypto-monnaie et de lancer des projets de financement participatif décentralisés. Euh, pour vous donner une petite idée, alors Bitcoin, c'est la plus grosse en market cap, la plus grosse valeur de crypto-monnaie. Ethereum, c'est là où il y a la plupart des projets. 90% des projets blockchain, ils sont liés sur la blockchain Ethereum. D'accord. Et Ethereum, a vraiment été adoptée par des devs comme une plateforme ouvrant un petit peu la possibilité à des gens de faire une multitude d'applications dessus, que ça soit de la finance décentralisée, des jeux basés sur la blockchain. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et l'impact d'Ethereum se fait vraiment sentir dans de nombreux secteurs d'activité. Est-ce que vous-même, vous avez déjà pensé à utiliser l'Ethereum? Est-ce que vous avez déjà même su que vous utilisiez de l'Ethereum? Est-ce que vous connaissez cette monnaie? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un smart contract? Voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire. C'est intéressant pour nous. Alors maintenant, la blockchain, bah, comme n'importe quelle industrie, elle a connu des hauts et des bas. Mais je pense que peut-être plus que n'importe quelle industrie, elle n'a pas connu des hauts et des bas, elle a connu des très très hauts et des très très bas. Et c'est là toute la difficulté de cette technologie qui est émergente. Elle a vraiment eu elle a vraiment eu enfin pas deux, mais des mouvements très très hauts et très très bas. Et c'est ça qui fait aussi sa partie spéculation et qui fait peur aussi à énormément de gens. Il y a deux affaires en particulier qui illustrent parfaitement bah voilà, ces fluctuations de prix. Bah, la première, c'est la bulle des ICO en 2017, où bah là, à cette époque-là, il y a énormément de bulles qui ont éclaté avec des projets, on va revenir dessus, mais scammy. Et puis l'affaire tout simplement de Mangox, hein, Mangox dont le CEO était un Français avec de la famille en Suisse, hein, si vous connaissez un petit peu l'histoire, elle est disponible partout. Je pense que vous pouvez retrouver ça assez facilement sur différentes plateformes. On va pareil revenir un petit peu sur Mangox, mais voilà, on va essayer d'analyser ces deux gros moments, c'est-à-dire l'explosion de la bulle des ICO. Il y a aussi la bulle des NFT hein, qu'on peut aussi échanger. On a moins de recul sur la bulle des NFC que contrairement à la bulle des ICO. Et puis l'affaire Mangox. Alors, commençons par ICO, donc ICO qui est Initial Coin Offering. Et donc en 2017, c'était vraiment une période euphorique pour le marché de la blockchain. Les ICO, c'était vraiment devenu la big mode. C'était la méthode populaire pour lever des fonds. Chaque personne disait bah, moi, j'ai une idée, je crée une crypto là-dessus, donc un utility token. Je faisais une initial call offering, donc je vendais mes tokens à tout le monde. Je récupérais de l'argent, puis après, j'essayais de faire un produit avec ça. La plupart des produits n'allaient pas au bout, et voire même n'étaient pas créés. Puis de l'autre côté, vous aviez des gens qui disaient bah, moi j'ai une idée, en fait ils n'avaient pas d'idée, ils faisaient ça, les gens mettaient de l'argent dedans et puis les gens se barraient avec la caisse. Donc ça arrivait beaucoup, beaucoup, et c'était vraiment quelque chose qui a fait froid dans le dos à beaucoup, beaucoup d'investisseurs à l'époque, parce que énormément de gens hein, se sont fait avoir en 2017 à cause de ça. Et c'est pour ça que nous aussi, on essaie de mettre souvent en avant le security token plutôt que l'utility token, parce que le security token, vous avez vraiment la part de quelque chose. Un utility token, on vous dit, bah voilà, je vous crée une monnaie. Avec cette monnaie, vous allez avoir des avantages, des royalties, des dividendes. Vous allez pouvoir faire des choses, mais vous n'êtes pas réellement propriétaire. Avec le security token, vous avez une société. Donc, vos security tokens sont des vrais titres financiers, sont propriétaires d'une société. Et cette société, bah, elle peut être propriétaire d'art, de palace ou d'autres choses, mais vous avez vraiment des parts de ces entreprises. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Et vraiment, cette année-là, en 2017, des milliards de dollars ont été levés. Et souvent, c'était vraiment des projets qui n'étaient pas viables ou avec des équipes qui étaient même pas solides, en fait. Et les gens, pour eux, c'était tellement innovant qu'ils mettaient de l'argent partout. Et malheureusement, bah, ils mettaient aussi de l'argent bêtement. Et voilà, il y a des gens qui en ont profité. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'escroqueries à l'époque. Il faut savoir que au-delà des escroqueries, déjà, vous avez 90 ou 95% des startups qui font faillite. À l'époque, tous ces projets-là, c'était beaucoup des projets startup, early. Et en fait, déjà dans le monde standard, les 90% des startups font faillite, 5%, on va dire, font un break-even, donc c'est-à-dire sont à l'équilibre, et puis il y en a vraiment 5 qui explosent, 5% qui explosent. Et vous imaginez les ICO à l'époque, bah, ils avaient beaucoup d'argent, et c'est pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent qu'ils ont fait bien les choses. Et souvent, c'est un peu le problème de quand on a beaucoup trop d'argent au début, c'est qu'on ne se cadre pas, on ne fait pas sa bonne structure. Et puis après, on arrive, on est euphorique, on vit qu'avec l'argent des levées. Dès qu'on n'a plus d'argent, bah, on refait une levée. Qu'on n'a plus d'argent, on refait une levée. Mais en fait, à aucun moment, notre business model il peut être stable. Et on peut vivre économiquement avec ça.
Et à l'époque, c'était vraiment ça. Et donc, on a, on a vraiment vu des investisseurs et des opportunités voilà, d'investissement qui ont été critiquées parce que il y a beaucoup de gens qui ont sonné l'alarme à l'époque sur la nature spéculative et non réglementée de ces levées. Depuis, c'est réglementé, c'est différent. Mais ils n'avaient pas tort. Beaucoup d'ICO se sont soldés par des échecs, des arnaques, des pertes pour les investisseurs. Et donc, c'est une des périodes qui a été un rappel brutal que l'innovation rapide, c'est bien. Donc, ça peut mener à des risques, à de la stabilité, surtout si c'est pas encadré. Puis après, il y avait aussi l'affaire Mt. Gox, un autre moment un peu déterminant de l'industrie crypto-monnaie. Mt. Gox qui était basé à Tokyo et c'était vraiment la plus grande bourse de Bitcoin au monde. Et en 2017, la plateforme a fait faillite et à l'époque, elle avait révélé avoir perdu 850 000 bitcoins. C'est une cause c'est une perte qui est juste énorme et qui, soi-disant, d'après eux, semblait être un piratage. Alors cette perte qui représentait des millions et des millions de dollars à l'époque et Mt. Gox, c'était le numéro un. C'est un peu comme un Binance, Crypto.com, Coinbase et voilà, comme s'ils disaient, bah, demain on fait faillite et puis tous les gens qui ont mis des cryptos chez nous, bah, vous avez plus accès à vos cryptos, quoi. C'était vraiment un gros choc pour le monde des crypto-monnaies et ça a mis en lumière les risques liés à la sécurité, à la gestion et au stockage des crypto-monnaies. Depuis, il y a des gens qui ont décidé de développer une façon de stocker ces crypto-monnaies en dehors des exchanges. Je pense notamment à une, euh, une énorme société française que tout le monde connaît qui s'appelle Ledger, qui est un genre de clé USB pour les personnes qui ne connaissent pas et qui permet en gros de connecter la clé USB, de mettre vos crypto-monnaies dans la clé USB, vous sortez vos crypto-monnaies d'Internet d'un exchange, elle est dans votre clé USB, personne n'y a accès. Et puis après, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre clé USB, mais il ne faut surtout pas la perdre et pas perdre les codes qui sont avec. Donc voilà, c'est ce genre d'événements qui ont servi de catalyseur pour améliorer la sécurité et inciter vraiment les utilisateurs à être de plus en plus prudents avec l'investissement en crypto-monnaie. Alors, sur la partie Mt. Gox, on ne sait pas si ce Français qui avait récupéré la direction savait, ne savait pas, s'il s'est fait avoir. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ça. Ce qui est une vérité, c'est que personne n'a retrouvé son argent. Donc ça, c'est quand même incroyable. Ce genre d'événement, ça, voilà, ça soulève des questions qui sont importantes. Euh, et moi, je vais vous en poser. C'est comment vous trouvez l'équilibre entre innovation et sécurité. Ça, c'est super important. Comment vous visualisez le domaine de la blockchain et justement toutes les choses qui peuvent y avoir autour? Est-ce que vous-même, vous avez déjà été affecté pardon, par des fluctuations similaires, de la volatilité dans lequel vous avez peut-être acheté un sommet d'une bulle et ça a perdu? Voilà, est-ce que vous pouvez nous écrire en commentaire? En tout cas, pareil, on est très intéressé d'avoir vos retours par rapport à ça. Alors après avoir exploré un petit peu les hauts et les bas de l'industrie de la blockchain, il est temps de placer cette technologie dans un contexte historique plus large. La blockchain ne représente pas seulement une innovation technologique ou financière, elle s'inscrit dans une suite d'évolutions majeures que, voilà, qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment comparer sur une révolution industrielle. Cependant, on va quand même essayer de retrouver d'autres évolutions. On a parlé avant d'Internet, pour moi c'est la plus grosse révolution depuis Internet, mais avant Internet, il y a eu d'autres grosses révolutions. On va essayer de revoir un petit peu quel genre de révolution pourrait être similaire à celle de la blockchain. D'accord? Pour vous dire à quel point la blockchain, c'est impressionnant. On va dire que la première révolution qui a marqué les esprits, c'est l'introduction de la machine à vapeur et la mécanisation de la production au XVIIIe siècle. Ça, c'est vraiment, je pense, une toute première chose. La deuxième révolution, donc elle arrive forcément au siècle d'après, le XIXe siècle, et à ce moment-là, on a vu l'émergence de la production de masse grâce à l'électricité. Donc ça, c'était la période industrielle, c'était vraiment la folie. Et puis après, on a eu une autre grosse bulle dans la seconde moitié du XXe siècle qui a été caractérisée par l'automatisation et l'informatisation. Donc ça, c'est vraiment peut-être les plus grosses parties. Puis maintenant, nous sommes vraiment à la cœur d'une quatrième révolution, toujours industrielle, mais qui est caractérisée par l'intégration de technologies physiques, biologiques, numériques. On parle de l'IA, on parle vraiment de beaucoup de choses et qui redéfinissent ainsi les limites de ces industries. La blockchain est vraiment l'élément clé de cette nouvelle révolution.
Elle représente un changement fondamental dans la façon dont nous enregistrons, partageons, vérifions les informations et avec des applications qui vont bien au-delà de la finance. Ça peut être notamment lié aux chaînes d'approvisionnement et même bien au-delà. On va prendre des exemples de qui utilise la blockchain et pourquoi. Prenons l'exemple, par exemple, de marques de gros standing, je ne sais pas, Rolex, Hublot, Louis Vuitton, Gucci. On peut tracer tout simplement la chaîne de livraison et d'approvisionnement de ce produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sort de l'usine, on peut le lier sur la blockchain et en fait, ça nous évite d'avoir des problèmes liés à la contrefaçon. Et ça, c'est quand même quelque chose de fou. C'est qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, notamment de la mode, il y a énormément de contrefaçons. Mais si vous passez sur la blockchain, que vous savez, vous avez la traçabilité du produit, vous savez où il a été acheté, où il a été construit et toute la traçabilité là-dessus sur un livre décentralisé que personne ne peut encore modifier, comme on en a parlé juste avant, ça fait qu'en fait, vous avez quelque chose d'ultra carré. Vous avez des chaînes d'approvisionnement dans le niveau des pharmacies. Vous pouvez savoir quel médicament et à quel endroit, à quel temps, qu'il ne peut pas y avoir d'erreur humaine, il ne peut pas y avoir de trafic. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, au-delà de la partie crypto-monnaie, qui est peut-être une base, on va dire, de l'histoire de la blockchain, il y a énormément d'autres applications qui sont liées. Et donc, la blockchain, elle a une capacité d'être transparente et donc d'établir la confiance entre les personnes avec sa partie décentralisée et donc hors de contrôle d'informations. Et ça, c'est quand même vraiment important. Et elle est en train de définir la totalité des secteurs actuellement et elle pousse même à repenser notre rapport à l'argent, à la propriété, même à l'identité. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de regarder qu'il y a beaucoup de choses et de transferts qui se font, même des transferts de propriété qui peuvent se faire grâce à la blockchain. C'est assez fou. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une révolution qui changera le monde au niveau des révolutions industrielles? Est-ce que pour vous, c'est juste quelque chose de nouveau, mais rien de fou? Est-ce que pour vous, effectivement, la blockchain aura un impact dans les décennies à venir? Voilà, partagez-nous pareil en commentaire. On est très impatient d'avoir vos messages et de pouvoir travailler dessus et pouvoir vous répondre. Dans notre continuelle exploration de la blockchain, on a déjà traversé un peu les histoires, ou son histoire, ses technologies, les fluctuations. Et maintenant, on va se pencher sur un aspect crucial, c'est son évolution. Alors son évolution, elle est aussi faite de haut et de bas, mais surtout aussi de moments qui sont assez ouais, on va dire consécratif de l'écosystème, en fait. C'était vraiment un truc incroyable à l'époque et il y a plusieurs faits marquants, hein, événements marquants qui ont façonné la perception et l'utilisation de cette technologie dans le monde financier. Un jalon qui est significatif de cette adoption, ça a été, tout simplement l'entrée en bourse de Coinbase en avril 2021. Je ne sais pas si on se rend compte, donc Coinbase, qui est un crypto exchange qui permet donc de l'achat et la revente de crypto. Cette plateforme, en fait, elle a été mise en lumière par éventuellement pas mal d'amateurs pour justement les crypto-monnaies, mais elle a vraiment passé un cap majeur en devenant tout simplement une cotation publique sur le Nasdaq. C'était juste pas un succès pour Coinbase, mais c'était vraiment un succès pour la totalité de l'industrie crypto-monnaie. C'est vraiment une déclaration forte qui dit, bah voilà, regardez, au fait on fait des crypto-monnaies, on n'est pas scammy et on est fait des introductions en bourse. Alors attention, il y a plein d'introductions en bourse, alors qui n'étaient pas des scams, mais qui ont fait faillite. Ça peut arriver. Mais voilà, ça signifie quand même que les crypto-monnaies n'étaient plus seulement un phénomène de niche, une nouvelle ère, mais c'était vraiment un élément de plus en plus intégré dans le paysage financier traditionnel. On fait une introduction en bourse d'une société qui fait des crypto-monnaies, enfin, c'est un impact majeur et qui dépasse beaucoup plus la simple valorisation financière qu'elle pouvait avoir. Un élément fort qui avait été envoyé aussi à l'époque aux investisseurs institutionnels qui avaient encore peut-être du mal à croire en ça. Il faut savoir que pour beaucoup de gens, quand c'est nouveau, ça fait peur. Et pour beaucoup de gens, les investisseurs institutionnels, donc les banques, hedge funds, family office, fonds d'investissement, etc., et même les régulateurs financiers, voilà, ils avaient un petit peu du mal là-dessus et de mettre en lumière
bah, tout simplement Coinbase, c'est un événement qui est majeur. Et ça a aussi ouvert la porte, bah, du coup, à des futures introductions en bourse, telles que d'autres crypto-monnaies. Mais voilà, ça, c'est encore un autre sujet, mais on est vraiment à l'ère d'une nouveauté incroyable. On peut aussi rajouter une autre chose dans l'adoption massive de la crypto-monnaie, c'est tout simplement l'adoption comme monnaie légale par le Salvador du Bitcoin en 2021. Septembre 2021, vous avez le Salvador, le président du Salvador, qui part du principe que maintenant, le Bitcoin est une monnaie légale et que vous allez pouvoir l'utiliser. C'est vraiment une décision folle, hein. On était quelques mois après l'introduction en bourse de Coinbase. Et vous avez voilà, tout simplement le Salvador qui dit que, voilà, pour une première fois, ils reconnaissent officiellement une crypto-monnaie comme monnaie légale et en lui accordant le même statut qu'une monnaie nationale. Donc, vous imaginez, ils ont une monnaie nationale avec laquelle ils ont beaucoup de problèmes parce qu'elle est dévaluée tous les ans, mais cette monnaie nationale, bah, elle va être tout simplement concurrencée par le Bitcoin. Et donc, c'est vraiment une décision qui a été un véritable test pour l'utilisation du Bitcoin, avec notamment des problèmes sur des transactions quotidiennes, l'achat d'un café, la réception de transferts d'argent à l'étranger, etc. Mais cette adoption, elle s'est faite, alors c'est sûr, pas sans controverse, mais elle s'est faite. Il y a eu effectivement des défis économiques, de la volatilité dans le prix du Bitcoin, ce qui est toujours le cas, des questions sur l'inclusion numérique qui a été au cœur de nombreuses discussions. Mais malgré cela, l'expérience du Salvador offre vraiment une étude de cas unique pour comprendre l'impact potentiel des crypto-monnaies sur l'économie d'un pays. C'est ce genre d'évolution qui nous amène un peu à réfléchir sur plusieurs questions et de nous dire, OK, comment la montée des crypto-monnaies influence-t-elle les décisions des institutions financières traditionnelles? Notamment, on a vu avec le cas de Coinbase. Est-ce que ces effets à long terme vont expliquer qu'il y aura de plus en plus une adoption massive par les gouvernements? Expliquez-nous un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaiteriez avoir un pays en France, en Suisse, au Canada, Luxembourg, Belgique, là où vous nous écoutez? Est-ce que vous voudriez avoir voilà, tout simplement quelqu'un qui vous dit, votre président qui vous dit: «Bon, bah, voilà, demain, vous pouvez utiliser la crypto-monnaie, le bitcoin comme monnaie officielle». Alors, on va en parler. Mais les monnaies de banque centrale, c'est exactement ça. On est en train de plus en plus, la banque centrale est en train de se rapprocher des banques centrales, des monnaies de banque centrale. Et en fait, ces monnaies de banque centrale, c'est tout simplement des euros numériques et ces euros numériques, ce sont des cryptos. Donc vous allez être bientôt propriétaire d'euros numériques que vous allez vous échanger sans le savoir sur une blockchain, d'accord? Et ça, je pense vraiment que c'est le début, d'une redéfinition, du système monétaire. En fait, sans le savoir, vous allez utiliser de la crypto-monnaie et je pense que c'est à ce moment-là que, voilà, le monde financier va changer parce que il y a pas longtemps, peut-être 30 ans en arrière, beaucoup de gens ne voulaient pas utiliser, internet parce qu'ils se disaient: «Oh, c'est compliqué, je ne comprends pas» et cetera. Puis après, c'est devenu une obligation, pour certaines choses, imposée par certaines choses dans certains, je sais pas, certains administrations ou certaines administrations, certains services, et cetera. Et puis, de plus en plus de gens ont eu l'obligation de se connecter à internet. Et au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de gens, qui ont jamais, vu internet ou qui en ont jamais entendu parler. Et ça vous empêche pas tous les jours d'utiliser internet alors que vous savez même pas comment ça fonctionne. Et pour la partie crypto, ça va être la même chose. Donc en fait, vous allez utiliser pas forcément des cryptos, ça peut être du security, de l'utility, ça peut être du NFT, peu importe, ça peut être sous différents formats. Mais vous allez utiliser des choses qui vont être échangées sur la blockchain sans savoir que c'est lié à la blockchain. Et ça, je pense que c'est vraiment le gap majeur qui va permettre aux gens de se rendre compte que effectivement, il y a une nouveauté, ça évolue et on utilise tout simplement les crypto-monnaies ou la blockchain sans le savoir. Alors maintenant, que nous approchons de la fin et de notre exploration ensemble de la blockchain, il est temps de rassembler un petit peu toutes nos idées et de réfléchir sur l'avenir de cette technologie qui est révolutionnaire. Donc, on a parcouru ensemble un chemin lié à la première transaction euh, hors de la blockchain, enfin hors de Internet, du BTC pour 10 000 BTC pour deux pizzas.
Aujourd'hui, la blockchain, elle est bien plus qu'une simple plateforme de crypto-monnaie. Elle a le potentiel de transformer de nouveaux et de nombreux domaines, notamment la finance et les chaînes d'approvisionnement. On en a parlé, éventuellement même en passant par l'identité numérique, la gouvernance et même au-delà. Vous imaginez, je ne sais pas si on peut imaginer, mais la blockchain vous promet un avenir tellement transparent, tellement décentralisé et sécurisé, que ce n'est pas seulement un idéal, mais ça va être une réalité. Imaginez, prenons un exemple. Imaginez un monde où les élections sont effectuées sur la blockchain. Vous avez une identité numérique, un KYC, au même titre que vous achetez des parts de société via la blockchain. En fait, vous avez votre KYC, vous enregistrez, vous êtes une vraie personne. Et en fait, ça vous garantit ainsi une intégrité du processus électoral folle. Pas de trucage. Les personnes qui ont voté, on a leurs résultats. On ne peut pas aller trafiquer tout simplement les élections. Ça peut être la même chose pour un système de santé où les dossiers médicaux peuvent être sécurisés, facilement transférables d'une personne à une personne tout en respectant la politique de confidentialité du patient. Mais c'est juste fou. Imaginons encore autre chose, un système financier où les transactions se font de manière rapide et transparente, accessible pour tous et sans intermédiaire coûteux. C'est un truc incroyable. Il n'y a pas très longtemps, on va prendre un exemple concret. Il n'y a pas très longtemps, il y a 15 milliards de dollars qui ont été transférés d'un compte à un autre en Bitcoin. La transaction s'est faite en 30 secondes, a coûté très peu d'argent. Bon, quand on parle très peu d'argent, on parle vraiment de très très peu d'argent. Et en plus, ça s'est fait un week-end. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a dit oh là là, il y a de l'argent qui va d'une personne à une personne, c'est-à-dire ma banque, qui dit oh là là, vous devez envoyer l'argent à telle personne. De toute façon, c'est le week-end, on pourra pas, enfin l'argent ne va pas arriver avant. Vous faites le virement le vendredi, ça n'arrivera pas avant mercredi de la semaine prochaine. De plus, faut que nous, la banque, on vérifie que la banque en face, elle dise oui, je veux bien recevoir cet argent, etc. Waouh, c'est bien compliqué tout ça. Non, moi, je voudrais pouvoir gagner du temps, éviter de payer un ensemble d'intermédiaires pour une grosse transaction comme ça qui, sur un virement bancaire standard, aurait coûté peut-être des millions de frais, peut-être pas des millions, mais des centaines de milliers de francs de transactions, et c'est juste fou. Et donc là, c'est là où on voit que tout simplement, le système financier est en train d'échanger pour simplifier toute la partie transaction, rapidité, transparence et accessibilité. Ajoutons encore une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais n'hésitez pas à nous écrire un petit peu en commentaire pour nous dire dans quel pays vous vivez. Est-ce que vous avez déjà fait des transactions, des virements bancaires à l'étranger? Typiquement, vous êtes en France, est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer de l'argent en Amérique latine, en Australie, en Chine, ou ce genre de, peu importe, un genre de pays qui est loin de la France ou même de la Suisse? Votre banque, elle va vous appeler, elle va vous dire pourquoi vous voulez envoyer de l'argent là-bas, pour quelle raison. Oh là là, si c'est plus d'une certaine somme, c'est bloqué. Enfin voilà. Et même recevoir de l'argent, c'est une galère. Vous devez recevoir de l'argent de l'étranger, c'est super compliqué, ça prend du temps, c'est coûteux, vous avez des intermédiaires, parfois ils refusent. Et là, ça permettrait vraiment de pouvoir avoir beaucoup plus de décentralisation en ayant beaucoup plus de sécurité. D'accord? Parce que c'est pas parce qu'on envoie de l'argent d'une personne à une personne et que la banque contrôle, qu'on ne peut pas en fait automatiser ce process. Et là, on ne parle pas de tout simplement enlever la partie sécurité et recevoir de l'argent qui vient du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. D'accord? On ne parle pas vraiment de cette partie-là. On parle vraiment de utiliser des protocoles qu'on appelle KYC pour les particuliers et KYB pour les entreprises, Know Your Customer et Know Your Business, qui vont permettre en fait d'enregistrer une personne comme un vrai utilisateur, de vérifier si cette personne a bien le droit de faire ce qu'elle fait. Mais ça, c'est tout validé par les smart contracts et après, le reste, il est payé. Donc, ça, c'est vraiment, c'est juste incroyable et je pense que c'est le futur. Cependant, avec des promesses qui sont aussi grosses, il y a forcément des défis. Et je pense que la question de l'évolutivité de la blockchain et de son impact environnemental, c'est quelque chose que tout le monde parle de plus en plus. C'est bien d'avoir une adoption généralisée ouverte, mais il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur l'impact environnemental. Et donc, il est crucial pour nous et nous en tant que société de participer activement à cette discussion et de regarder un peu dans quelle direction prend cette technologie. Enfin, c'est vraiment quand même, je pense, super important. Je vous invite aussi maintenant à réfléchir sur l'impact de la blockchain, euh,
et quel impact elle pourrait avoir sur votre vie. Comment vous imaginez l'utilisation de la blockchain dans votre quotidien, c'est-à-dire dans votre vie personnelle, dans votre travail. Est-ce qu'il y aurait un intérêt ou pas? Est-ce que vous voyez des possibilités d'amélioration, de préoccupation éventuellement par rapport à ce qui pourrait arriver? Et pareil, dites-nous en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Et nous, on serait ravis de voir vos sujets et ça peut nous donner des sujets à traiter. N'hésitez pas à nous dire, voilà, moi, je voudrais bien que vous fassiez un sujet de 20, 30 minutes, 40 minutes, un sujet de tel endroit. Alors nous, on ne fait pas un sujet par rapport à du temps, on fait un sujet par rapport à la valeur que l'on apporte durant ce temps. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pourriez avoir besoin comme autre sujet. En fin de compte, vraiment se dire que la blockchain, ce n'est pas seulement une technologie, mais c'est vraiment un mouvement. C'est vraiment un nouveau chapitre de l'histoire numérique et que nous avons donc tous un rôle majeur à jouer dans cette écriture. Je vous remercie d'avoir été avec moi tout le long de ce podcast. J'espère que vous avez trouvé l'exploration aussi fascinante et éclairante que je l'ai trouvée. N'oubliez pas de partager cette réflexion, de partager vos réflexions, de mettre 5 étoiles pour le référencement. C'est très, très important pour nous. On vous fait du contenu gratuit. Et la chose qui nous soutient le plus et ce qui nous soutient énormément, c'est tout simplement de nous mettre une bonne note pour qu'on puisse pouvoir proposer ce contenu à d'autres personnes et continuer à mettre en place du contenu éducatif gratuit. D'accord? Donc, on écoute avec grand plaisir aussi vos histoires, vos questions. Ensemble, on continue à découvrir et à façonner l'avenir de la blockchain. Merci, c'était Jean. À la prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde de la technologie. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.